Il existe sur cette planète des villes qui ne dorment jamais. Mais à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la ville ne dort pas parce qu'elle lutte. Avec plus de 20 millions d'habitants, Kinshasa est une force de la nature. C'est une ville plus peuplée que le Sénégal, le Rwanda ou la Belgique. Pourtant, dans cette mégapole qui devrait être le moteur de l'Afrique centrale, se déplacer est devenu un acte de bravoure. Ici, construire une route n'est pas un simple acte d'ingénierie. C'est une guerre contre la pluie, contre le sable et contre une croissance démographique qui dévore tout sur son passage. Pourquoi le goudron semble-t-il s'évaporer à Kinshasa? Comment une ville peut-elle respirer quand ses artères sont bouchées? Et surtout, au-delà du chaos, quels sont les miracles technologiques qui commencent enfin à sortir de terre? Bienvenue dans l'enfer et l'espoir du bitume quinois. Abonne-toi pour la suite de ce documentaire. Pour comprendre pourquoi Kinshasa craque aujourd'hui, il faut remonter le temps. À l'origine, celle qu'on appelait Léopoldville n'a jamais été pensée pour devenir une mégapole de 20 millions d'habitants. 1. Le plan Van Maldergem, une ville sous contrôle. Dans les années 40 et 50, l'urbanisme colonial belge suivait une logique de séparation stricte. La ville européenne était dotée d'infrastructures aux normes internationales, tandis que les cités indigènes étaient planifiées avec une capacité limitée. Le réseau routier était un outil de contrôle, conçu pour un demi-million de personnes maximum. 2. L'ère Mobutu. Le gigantisme et l'oubli. À l'arrivée au pouvoir de Mobutu, la ville change d'âme. On entre dans l'ère du Grand Zaïre. Mobutu veut faire de Kinshasa la vitrine de la modernité africaine. C'est l'époque des chantiers pharaoniques, le palais du peuple, le stade des martyrs. Mais derrière ces symboles de béton, un monstre se réveille, l'exode rural. Attirés par la lumière de la capitale, des milliers de Zaïrois affluent chaque mois. 3. La rupture. Quand la ville a dépassé l'État. C'est ici que le destin de Kinshasa bascule. Dès les années 80, l'État n'a plus les moyens de suivre le rythme de la croissance démographique. Les lotissements officiels s'arrêtent, mais la ville, elle, continue de s'étendre. C'est la naissance des zones d'autoconstruction. Sans plan de drainage, sans tracé de voirie préalable. Le premier ennemi de Kinshasa vient du ciel. Dans cette région tropicale, la pluie ne tombe pas, elle s'abat. Sans un système de drainage adéquat, une route neuve peut être décapitée en une seule saison de pluie. Le sol de Kinshasa est majoritairement sablonneux. Imaginez bâtir sur une éponge géante. Sans une couche de béton profonde et coûteuse, le goudron craque, se fissure, puis finit par être emporté par l'érosion. Il y a aussi l'urbanisme de l'urgence. C'est le paradoxe quinois. La maison arrive souvent avant la rue. Les quartiers naissent de manière spontanée. Lorsque l'État arrive pour tracer une route, il doit démolir, indemniser et naviguer dans un labyrinthe de construction anarchique. Le coût d'1 kilomètre de route à Kinshasa dépasse souvent les standards mondiaux à cause de ses contraintes sociales et géologiques. Pour comprendre l'urgence, il faut regarder ce que les Quinois appellent le phénomène demi-terrain. À cause de l'état des routes, les chauffeurs de taxi refusent de terminer les trajets. Ils vous déposent à mi-chemin, vous obligeant à payer 2, 3, parfois 4 fois pour arriver à destination. Une étude récente a montré que dans les zones enclavées comme Selembao ou certaines parties de Kimbanseke, le coût du transport peut représenter jusqu'à 30% du budget d'un ménage. C'est une taxe invisible sur la pauvreté. Quand une route est coupée, c'est le prix du sac de braise, le charbon de bois, qui double au marché local, car les camions refusent de s'y risquer. C'est là que naît une économie informelle fascinante. Là où les voitures s'embourbent, des jeunes du quartier s'organisent en pousse-pousseurs ou en porteurs. Ils monnaient leur force physique pour sortir un véhicule du trou ou porter les passagers sur leur dos pour qu'ils ne salissent pas leurs chaussures de travail. C'est l'image même d'une population qui transforme chaque obstacle en opportunité de survie.
Pourquoi Kinshasa semble-t-elle à la traîne face à des villes comme Kigali, Addis Abeba ou même sa voisine Brazzaville? La réponse tient en un mot, la géographie. Alors que Brazzaville est assise sur un sol plus ferme, Kinshasa est un déversoir naturel d'eau de pluie. Mais il y a aussi une question de planification héritée de l'époque coloniale. La ville a été conçue pour 500 000 personnes. Aujourd'hui, elle en accueille 40 fois plus, sans que le plan de base n'ait été radicalement repensé avant les années 2020. La comparaison technologique. Si Addis Abeba a misé sur le tramway aérien pour contourner ses routes saturées, Kinshasa doit d'abord stabiliser son sol. C'est là que les projets récents de routes en béton armé sont cruciaux. Contrairement au bitume classique utilisé ailleurs, le béton armé quinois est conçu pour durer au moins 25 ans sans entretien majeur, une nécessité absolue là où la maintenance fait souvent défaut. Mais ne vous y trompez pas, si Kinshasa souffre, elle ne reste pas les bras croisés. Depuis 2024, un vent nouveau souffle sur les chantiers de la capitale. Pour la première fois, on ne parle plus de colmatage de trous, mais de durabilité. Le pari du béton. Le gouverneur de province a lancé un défi titanesque, livrer 60 km de route en béton armé sur des artères de la ville. Pourquoi le béton? Parce que là où le bitume classique abdique face à l'eau, le béton résiste. C'est le cas de l'avenue Parc Virunga à Lemba, où l'asphaltage a été couplé à une structure en béton pour dompter le sol sablonneux. La renaissance des artères vitales. Regardez l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Ce corridor stratégique reliant Bandalungwa à l'UPN subit actuellement une cure de jouvence radicale. Des inspections régulières, parfois nocturnes, montrent une volonté de rompre avec la lenteur du passé. À Selembao, longtemps considérée comme une zone enclavée et oubliée, des études de faisabilité sont en cours pour créer de nouvelles connexions routières et redonner vie à l'économie locale. L'impact invisible est que, quand une route comme celle-ci ouvre, c'est tout un écosystème qui renaît. Les petits commerces fleurissent, le prix des courses de taxi baisse et surtout, le temps de trajet est divisé par 3. C'est ce qu'on appelle l'externalité positive. La route crée la richesse. Le programme actuel n'est pas qu'une liste de rues, c'est une stratégie de désenclavement circulaire. L'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Ce n'est pas juste du goudron, c'est un travail de génie civil avec des collecteurs d'eau souterrains de plus de 2 mètres de diamètre pour empêcher les inondations chroniques du centre-ville. La boucle de la Lukaya. Un projet qui vise à relier les banlieues lointaines au centre sans passer par les axes saturés. En créant ces voies de contournement, le gouvernement espère réduire le temps de trajet moyen d'un quinois de 120 minutes à 45 minutes. Le partenariat public-privé. Pour financer ces milliards de dollars, la RDC se tourne vers des modèles où les entreprises privées construisent et gèrent les routes via des péages urbains. Un modèle qui a déjà fait ses preuves sur la route de Matadi. Kinshasa est dans une course contre sa propre croissance. Chaque kilomètre de béton posé est une petite victoire dans une guerre qui durera des décennies. La ville n'est pas impossible, elle est en gestation. Les défis financiers restent immenses et seulement 5% du réseau routier national est revêtu à ce jour. Mais le changement de paradigme est là. On construit désormais pour que ça dure, pas pour que ça brille le temps d'une élection. À Kinshasa, le chemin est encore long, mais pour la première fois depuis longtemps, la direction semble être la bonne. La prochaine fois que vous verrez une image de bouchon à Kinshasa, souvenez-vous qu'en dessous, une fondation est peut-être en train de changer le destin d'un continent. Et vous, pensez-vous que le béton armé est la solution miracle pour les villes africaines? Dites-le nous en commentaire. Pour comprendre les enjeux qui transforment l'Afrique, abonnez-vous et activez la cloche.